Los Angeles, année 1980. Derrière les palmiers, les sunsets dorés et les rêves hollywoodiens, une autre ville existe. Fracturée, abandonnée, étouffée. South Central n'est pas un quartier où l'on se promène. C'est un endroit où l'on survit. Les sirènes sont normales. Les coups de feu, ordinaires. Les femmes disparues, à peine un titre dans un journal local. Et au milieu de cette misère silencieuse, un homme tue. Encore et encore. Toujours dans l'ombre, toujours dans les marges, toujours dans les rues où personne ne veut regarder. Ce n'est pas encore le Grim Sleeper. Ce n'est qu'une série de morts anonymes. Parce que les victimes, elles aussi, sont anonymisées. Le terrain de chasse, South Central, Los Angeles. South Central est un endroit où la pauvreté est structurelle, la police est surchargée, les tensions raciales sont explosives et la confiance dans les autorités est presque inexistante. Les femmes victimes ont souvent des parcours difficiles. Toxicomanie, pauvreté extrême, travail du sexe, absence de soutien familial. Dans la logique institutionnelle, si elles disparaissent, cela arrive. Cette phrase non dite, mais implicite, deviendra l'un des aspects les plus monstrueux du cas. C'est dans cette invisibilité sociale que le futur Grim Sleeper évolue. Il sait une chose essentielle. Il peut tuer ici. Personne ne cherchera vraiment. 1985, le premier corps, ou le premier reconnu, 7 août 1985. Une femme est retrouvée dans une allée derrière des poubelles. Et là, elle a été agressée, battue, abattue d'une balle dans la poitrine. Son corps détaché et laissé comme un objet, sans respect, sans anonymat volontaire, mais avec anonymat imposé. La police note le cas, mais rien ne l'interpelle vraiment. 3 mois plus tard, un autre corps apparaît, puis un autre, et encore un autre. Toutes jeunes femmes, toutes issues du même secteur, toutes tuées par balle, avec une signature balistique très particulière. Mais aucune alerte n'est déclenchée. Rien ne relie officiellement les crimes. Rien ne déclenche une chasse aux tueurs. Parce que dans les quartiers riches, 4 femmes assassinées créent un état d'urgence. À South Central, cela devient une ligne dans un dossier. La police rate ce qui était juste sous ses yeux. Plusieurs documents internes, révélés des années plus tard, montrent que des enquêteurs avaient noté certaines similitudes. Même arme, même méthode d'abandon, même profil de victime, même zone géographique. Mais les dossiers restent compartimentés. Les services ne communiquent pas. Et surtout, les victimes sont jugées non prioritaires. Une criminologue dira plus tard: et le Grim Sleeper a prospéré parce que le système lui a donné un territoire où la vie humaine n'était pas protégée. Ce manque d'action initiale va permettre quelque chose d'inimaginable dans un pays développé. Un tueur en série va opérer pendant plus de 25 ans, avec une pause si longue qu'on le surnommera le dormeur macabre. Au printemps 1987, un autre corps est découvert. Puis un autre encore. Et un autre. Chaque femme tuée porte la signature. Balle dans la poitrine, violence sexuelle, corps abandonné dans une ruelle, parfois objets personnels volés ou déplacés. Malgré la répétition, la police refuse de parler de tueurs en série. Elle préfère crimes isolés, risque du quartier, contexte social. Cela coûte la vie à d'autres femmes. L'arme raconte une histoire que personne n'écoute. Les analyses balistiques montrent un jeu que la même arme a servi dans plusieurs meurtres. C'est un fait scientifique, irréfutable. Pour n'importe quelle autre zone de Los Angeles, cela déclencherait une alerte immédiate. Mais ici, la police manque de moyens et surtout de volonté. Plusieurs familles déclarent: on nous parlait sèchement. On nous disait qu'elle reviendrait sûrement. On nous faisait sentir que le problème c'était elle, pas le tueur. Ce mépris systémique crée un terreau fertile pour un prédateur méticuleux. Le premier tournant, une survivante. Une femme, nue, ensanglantée, terrifiée, court dans la rue. Elle frappe à des portes, elle hurle, elle s'effondre. Elle dit qu'un homme l'a battue, violée, photographiée, étranglée et finalement laissée pour morte. Mais elle a survécu. Elle décrit un homme afro-américain, entre 30 et 40 ans, avec une voiture particulière.
La police la croit, mais elle ne relie pas sa description au meurtre précédent. C'est une faille monumentale. Si cette connexion avait été faite à temps, 10 femmes auraient peut-être survécu. 1988-2002, le mur du silence. En 1988, les meurtres cessent brusquement, pas lentement, pas progressivement, du jour au lendemain, comme si le tueur avait disparu de la surface de la Terre. Cette absence va durer 14 ans. Les experts ne comprennent pas. Un tueur organisé ne s'arrête pas. Pas après 8 victimes confirmées. Pas après un modus operandi aussi ritualisé. Alors que s'est-il passé? Faille possible. Prison pour un délit mineur, mais non enregistré sous son vrai nom. Maladie temporaire, changement d'emploi, renforcement de la surveillance policière, une raison personnelle. Famille, maladie d'un proche, travail de nuit. Ou pire, il n'a pas arrêté. Il a simplement choisi de cacher les corps. 2002. Le dormeur se réveille, une nouvelle victime apparaît. Même arme, même méthodologie, même quartier. L'enquête explose enfin. Le tueur n'a pas cessé. Il s'est simplement endormi. D'où le nom qui fera trembler tout Los Angeles. The Grim Sleeper, le dormeur macabre. Lorsque les médias nationaux commencent enfin à parler de l'affaire, ce ne sont pas les policiers qui réclament justice. Ce sont les familles, des mères, des sœurs, des tantes, des amies, celles qu'on n'a jamais écoutées. Elles racontent toute la même histoire. Ma fille n'était pas un problème. Le problème, c'était qu'on ne la cherchait pas. La police utilisait des termes comme mode de vie à risque, instabilité, pas de preuves tangibles de crime. Ces mots étaient au débarbelé, impossibles à franchir, impossibles à contre-arguer. Mais derrière chaque qualification froide, il y avait une vie réelle. Des anniversaires oubliés, des espoirs brisés, des familles détruites. La ville ne voit pas leur visage, mais les familles, elles, les voient de chaque jour. Le rôle des médias, la lumière trop tardive. Pendant des années, aucun journaliste n'a couvert l'histoire. Pas un seul article long, pas une enquête indépendante. Tant que les victimes étaient des femmes marginalisées, l'affaire n'intéressait pas. Après 2007, lorsque la police reconnaît officiellement la présence d'Eir, un tueur en série, que l'attention médiatique se réveille. Trop tard, bien trop tard. Un quartier trahi par ses institutions South Central avait demandé de l'aide. Elle n'est jamais arrivée. Certains enquêteurs l'ont admis des années plus tard. Si les victimes avaient été blanches, riches ou célèbres, le Grim Sleeper aurait été arrêté en 1988. C'est une phrase lourde. Elle décrit un pays dans lequel les morts n'ont pas tous la même valeur. La communauté se mobilise. En 2008, une association nommée Black Coalition Fighting Back Serial Murders accuse publiquement la police d'avoir ignoré l'affaire pendant trop longtemps. Elles exigent l'ouverture complète des archives, un changement des politiques d'enquête, une reconnaissance des victimes comme des personnes à part entière. Ce mouvement va mettre la pression nécessaire pour que la justice avance enfin. Pendant plus de 2 décennies, le Grim Sleeper avait réussi à naviguer dans les failles du système judiciaire américain. Il choisissait des victimes vulnérables, souvent des femmes de South Central, issues de communautés pauvres, parfois sans domicile fixe, parfois dépendantes. Des vies que l'Amérique, d'une manière cruelle et systémique, avait déjà classées comme moins urgentes. Mais en 2008, tout bascule. 1. L'erreur fatale. Un échantillon oublié dans un tiroir. Depuis 1985, de multiples preuves avaient été recueillies. Tissus biologiques sur les scènes de crime, fibres, cheveux, traces d'ADN sur des vêtements, résidus dans des véhicules abandonnés. Mais ces éléments dormaient dans des cartons non traités. Le LAPD était débordé, sous-financé et largement indifférent lorsque les victimes étaient l'un des femmes pauvres du sud de la ville. Puis un laboratoire indépendant, lors d'un inventaire tardif, retrouva un échantillon datant de 1987. Cet ADN allait devenir la clé de tout. 2. L'avancée technologique qui change le jeu. L'ADN a évolué drastiquement entre 1985 et 2008. Technique de PCR améliorée, base de données nationale élargie, traitement automatisé, précision quasi absolue dans la comparaison. Ce qui était autrefois insuffisant
devint soudain explosif en potentiel. Les analystes procédèrent à une extraction moderne. Le résultat fut un profil complet. Mais ce profil ne correspondait à personne dans les bases criminelles. Ou presque. 3. Le lien familial. Une révélation terrifiante. En 2010, une nouvelle stratégie appelée Familial DNA Matching fit son entrée dans les enquêtes américaines. L'idée, si le tueur n'est pas dans la base, peut être un membre de sa famille, si. Et cette fois, il y eut une correspondance partielle. Le profil correspondait au fils de Lonnie Franklin Jr., arrêté récemment pour une affaire mineure. Les enquêteurs prirent cette correspondance comme un coup de tonnerre. Un ADN si proche indiqua una causa. Le tueur était dans la famille Franklin. Et probablement le père. 4. Le piège tendu à Lonnie Franklin Jr. La police élabora un plan discret. Un détective, déguisé en serveur dans un restaurant que Lonnie fréquentait, servit un plat avec des éléments destinés à récupérer son ADN. Une assiette, une serviette, une fourchette, un verre. Lonnie mangea, parla, rit, puis laissa tout sur la table. Quelques heures plus tard, le laboratoire confirma. L'ADN de la fourchette correspondait parfaitement à l'ADN trouvé sur plusieurs victimes. Après 25 ans de silence, la voix de la science venait de briser l'invisibilité du Grim Sleeper. Le 7 juillet 2010, la police fit irruption au domicile de Lonnie Franklin Jr., un mécanicien du quartier, un homme soi-disant normal, apprécié par certains voisins, presque invisible dans sa banalité. Mais ce qu'ils découvrirent dans sa maison fut Elle, un des catalogues de Elle, horreurs les plus glaçants de histoires criminelles récentes. 1. Les photos, un mur de cauchemars silencieux. Dans des tiroirs, des boîtes, des sacs, la police trouva plus de 1000 photos de femmes, endormies, inconscientes, posant sans savoir qu'elles seraient un jour preuve de crime, parfois dans des positions vulnérables, parfois effacées par le temps. Certaines avaient disparu, d'autres n'avaient jamais été identifiées. Ces images devinrent une seconde enquête à elles seules. 2. Un homme double. Pendant son procès, les procureurs présentèrent un portrait complexe. Face publique, aide des voisins, réparation gratuite, homme discret, toujours souriant. Face cachée, rage silencieuse, misogynie profonde, besoin de domination, fixation sur des femmes vulnérables, plaisir dans le contrôle absolu. Franklin n'était pas un monstre dans les rues. Il était un monstre derrière une porte entr'ouverte. 3. Les familles face à lui. L'un des moments les plus puissants du procès. Cuando la madre d'une des victimes déclara « Vous avez arraché nos filles comme si elles ne valaient rien. Mais aujourd'hui, c'est vous qui n'êtes plus rien. » Lonnie Franklin regardait souvent vers le sol. Jamais vers les familles. Jamais vers les mères. 4. Un verdict attendu et insuffisant. En 2016, après un procès lourd, le verdict tombe. Lonnie Franklin Jr., coupable de 10 meurtres. Mais beaucoup de criminologues pensent qu'il y en a eu au moins 25. Certains avancent 40, peut-être plus. Le Grim Sleeper n'a jamais avoué, jamais expliqué, jamais exprimé le moindre remords. 5. La mort en prison. En 2020, Lonnie Franklin Jr. est retrouvé mort dans sa cellule. Pas d'autopsie publique. Pas d'explication claire. Certains pensent qu'il a été tué. D'autres qu'il s'est suicidé. Les autorités parlent d'une mort naturelle. Dans le silence de sa cage, le Grim Sleeper avait emporté ses secrets. La question centrale, comment un tueur a-t-il pu agir librement pendant 25 ans dans une ville comme Los Angeles? La réponse est douloureuse. 1. Les victimes n'étaient pas prioritaires. Beaucoup étaient femmes noires, pauvres, dépendantes, prostituées, sans soutien familial puissant. Dans les années 80 à 90, les disparitions de ces femmes ne faisaient pas la une. Elles faisaient à peine une ligne dans un rapport. 2. Une police débordée, et parfois indifférente. Le LAPD faisait face à l'explosion du trafic de drogue, les guerres de gangs, la violence armée, une corruption interne croissante. Les crimes contre des femmes marginalisées ne devinrent jamais une priorité. 3. Mauvaise gestion des preuves.
beaucoup d'ADN aurait pu être traité 15 ans plus tôt. Les preuves dormaient dans des cartons sans ventilation. Des fonds manquaient. La technologie évoluait plus vite que la volonté de l'utiliser. 4. Le silence communautaire. Nombre de témoins craignaient représailles, la police, les gangs, le stigmate social. Le Grim Sleeper bénéficiait d'un environnement où le silence était la loi. 5. Un tueur qui hibernait. Son surnom vient d'un fait terrifiant. Il arrêtait de tuer pendant des années, puis recommençait. Cette irrégularité brouillait les profils, les connexions, les liens géographiques. Même les meilleurs enquêteurs peinent lorsqu'un tueur efface le rythme. Conclusion. La question qui reste. Même aujourd'hui, une question persiste. A-t-il vraiment été seul? Les photos trouvées chez Franklin montrent des dizaines de femmes non identifiées. Certains experts pensent qu'il existait un réseau, ou du moins des connaisseurs silencieux. La vérité complète dort encore quelque part dans Los Angeles.